On est parti, merci à tous d'être là. Bonjour, bonsoir pour certains, c'est le matin, le midi, le soir en fonction des fuseaux horaires. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous initions donc une conversation transatlantique afin de créer un mouvement de solidarité entre les États-Unis et la France contre le racisme, les discriminations et les violences envers les personnes d'origine asiatique. N'hésitez pas à faire un don pour soutenir l'association Asian Americans Advancing Justice Chicago, qui aide les victimes d'attaques. On vous partage le lien dans le chat. On commence par présenter nos invités. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le magazine COI, moi je suis Julie Amaïd, Marshall Memorial Fellow, également fondatrice du magazine COI, qui est un magazine papier sur les cultures et communautés asiatiques pour les mettre un peu plus en avant en France depuis 2017. Nos invités avec nous ce soir, ce matin, ce midi. Kat Shea, qui est coordinatrice de la formation anti-haine auprès d'Asian American Advancing Justice Chicago. Elle forme les témoins d'attaques racistes à intervenir en cas de besoin. Nous partageons dans le chat à chaque fois les bios de nos invités. Nous avons avec nous également Mitam Nguyen, fondatrice, PDG de l'AMDIS. Elle aide ses clients à partager les notions d'équité, de justice et d'inclusion dans leurs entreprises. Elle a écrit la tribune « Les femmes asio-américaines sont résilientes et pourtant nous n'allons pas bien ». Alistair Chang, premier Américain d'origine asiatique élu au comité d'éducation de la ville de Washington. Il est également membre du conseil d'administration de Bibliothèques sans frontières. Sharon Chin, Landecker Democracy Fellow, est également fondatrice et directrice du magazine en ligne The Creative Sanctum pour mettre en avant la voix des artistes. Et du côté français, alors petite correction, excusez-moi tout à l'heure, pour Kat Shea, elle appartient bien à l'association Asian Americans Advancing Justice Chicago. Côté français donc, on a Gracie, autrice du roman Jeune fille modèle. Elle est également co-animatrice du podcast Kistaras, source de référence pour les questions liées au racisme en France. Yan Chuang est sociologue et chercheuse à l'Institut national de démographie, autrice du livre Une minorité modèle, Chinois de France et racisme anti-asiatique. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, Rui Wang, entrepreneur et élu de la ville de Pantin en banlieue parisienne. Il a créé et s'est impliqué dans plusieurs mouvements contre le racisme anti-asiatique en France. On vous partage dans le chat à chaque fois les biographies de tous nos intervenants. On va rentrer dans le fil du sujet, dans le vif du sujet. Brièvement, rappelons que le racisme n'est pas nouveau. En 1875, aux États-Unis, le Page Act est la première loi fédérale restreignant l'immigration libre. Les femmes chinoises n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire. En 1882, le Chinese Exclusion Act interdit aux travailleurs chinois d'entrer sur le territoire et limite également la citoyenneté de ceux qui sont déjà présents. Un peu plus tard, en 1942, plus de 120 000 Américains d'origine asiatique ou d'origine japonaise ou ressortissants japonais sont incarcérés dans des camps après l'attaque de Pearl Harbor, qui fait grandir un sentiment anti-japonais aux États-Unis. Dans les années 60, la guerre du Vietnam réveille également ce sentiment anti-asiatique et plusieurs attaques seront commises par la suite. Les violences ont donc, vous le savez, tous explosé durant la pandémie, notamment en mars. Une attaque particulièrement médiatisée a fait 8 morts à Atlanta, dont 6 femmes d'origine asiatique. Depuis, les médias français suivent un peu moins l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis, même si quelques vidéos nous parviennent sur les réseaux sociaux. Selon l'association Stop AAPI 8, plus de 3700 incidents ont été rapportés en un an entre mars 2020 et mars 2021. Et l'autre association, AAPI Data, indiquait en 2019
et c'est le dernier chiffre que je vous donne avant de donner la parole à nos invités, que 76% des Asiatiques disent avoir été victimes de discrimination, même pourcentage que celui de la population noire aux États-Unis. Alors, où on en est aujourd'hui, depuis mars, depuis cette attaque, où on en est aux États-Unis, je vais donner la parole à Mitam. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner une vue d'ensemble de ce qu'il se passe aux États-Unis depuis, allez, on va dire 2-3 mois à peu près? Sure. Thanks, Julie. Hi, everyone. My name is Mita Nguyen. And since the pandemic began, there's been a great increase in anti-Asian violence across the US. Thanks for Julie for that historical background. I'm going to go into a little bit of the data just to share with you how atrocious it's been here. The March 2021 Stop AAPI Hate National Report covers that there's close to 4,000 incidents that have been reported to the organization starting from March 19th, 2020 to February of this year. These only represent a fraction of what the levels of discrimination have been and the types of discrimination they face. The New York Times reported in March that there's been a dramatic increase in the same period of time. We're going to share a presentation that I have that has a lot of this data in there that's going to be made public to the attendees here. And the level, scale, and depth of violence are unlike anything that we've seen. I know that each of the panelists will discuss this happening in their own communities, from grandmothers being lit on fire in Brooklyn to a young Asian man being stabbed in the heart and dying on scene just because he was visiting a friend in an apartment and was leaving. There's been multiple racist verbal attacks in public, at parks and private spaces, and it's resulted in an escalation and rapid astronomical growth of violence and decline of safety for our communities. And we did not get here by accident. Like Julie says, there's been systemic institutional racism and xenophobia in the US since we landed. This is a continuation of racist and xenophobic policies and social constructs for Asian Americans and how we've been treated in the US. Like Julie mentioned, from the Chinese Exclusion Act to the Japanese internment during World War II, and added to that, our lack of representation in Hollywood, Asian Americans are essentially silenced in the political, social, cultural, and public life of the US. And this has been further exacerbated by President Trump's rhetoric of what he calls the COVID-19 as Kung flu and the Chinese virus during quarantine and COVID-19. The type of discrimination that's escalated in the past year, the report includes verbal harassment, physical assault, civil rights violations at the workplace, refusal of Asian Americans being served, not being able to use public transportation, and online harassment. Some trends that I'll give an overview of is that women report the hate incidents 2.3 times more than men. Young people from up to 17 years old report 12.6% of the incidents, and seniors, our elders, which has been the hardest ones for me personally to see, because culturally that's a value that we have as Asian Americans. They have been impacted by 6.2% of the total accidents. Chinese Americans are the largest ethnic group impacted, followed by Koreans, Vietnamese, and Filipinos. The incidents have come from all 50 states and the District of Columbia. That is jarring. That means every single state in the US have had reports of these incidents, and some of them are very close to home. And businesses are the primary site of discrimination, followed by in public streets. 25% of these crimes are happening just while people are just walking, outside. And online incidents account for 10.8% of the total incidents. So that's a short overview of where we are. And I'm sure we'll go into more with what's happening in different cities in the US.
Merci, merci infiniment, Mitam. Justement, Alistair, c'est important de raconter les histoires de ceux qui sont victimes de violences. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, par exemple, une histoire qui s'est passée près de chez vous? On rappelle que vous êtes à Washington. Yeah, thank you, Julie. My work here in DC focuses in education, and over the last year, several AAPI students have reached out to tell me that they have never learned about the incidents that you've mentioned already, Julie. The burning of Chinese immigrants' homes in the Tacoma riot of 1885, the removal of Filipino immigrants and the separation of Filipino families with the Filipino Repatriation Act of 1935, the internment of Japanese Americans during World War II. And one student recently said to me that she had learned some of this history here in DC, but it was always in relation to white people, and that she had never learned about how, for example, AAPI people participated in the civil rights movement in solidarity with our African American neighbors. Here in DC, our nation's capital, I live in a neighborhood where in November, the owner of a tea shop, and this man also last name is Zhang, a man walked into his tea shop and was yelling anti-Asian slurs and pepper sprayed the owner and left him. This was one of the earlier incidents for us here in DC. And unfortunately, just a few days ago, the owner of a store in DC was attacked, punched by a man yelling anti-Chinese slurs, left with 14 stitches to his face. You know, these are just two of the several incidents. My dad also was attacked at the supermarket recently and has been, he lives in a suburb outside of DC. And this is his home, right? I mean, he immigrated here when he was in his teens and worked as a waiter in restaurants here for many years. And this has left him also and me feeling, I think I find it particularly heartbreaking that he and all of these other folks that I mentioned feel the pressure to carry pepper spray with them when they walk down the street here in our nation's capital. And I'll give one more example because I find this one particularly difficult to unpack, right? Because it's not just a COVID specific example. One AAPI parent told me that her daughter, who was born in the US, has been placed in English as a second language class, even though English is her native language, because she has dyslexia and has difficulty reading, and she cannot get her daughter out of English as a second language class. And, you know, going back to the general theme that contextualized the beginning of this conversation, this is not just a COVID specific problem, right? It's flamed a structural issue that I appreciate we get this opportunity to have transatlantic conversations around now. Merci infiniment, Alistair. Merci pour ces exemples. Effectivement, c'est pas que des attaques physiques, mais aussi une discrimination que l'on peut retrouver à tous les niveaux. Vous pourrez retrouver dans le chat, Kat a eu la gentillesse de partager avec nous un lien sur lequel vous pourrez retrouver différentes attaques qui ont eu lieu contre des personnes d'origine asiatique. À nouveau, donc, il y a une salle en français, une salle en anglais, selon vos préférences d'écoute. Merci de votre indulgence pour la traduction qui est superbement bien faite. J'espère que vous pouvez tous être à l'aise pour nous écouter. Je donne la parole maintenant à Sharon, car Sharon, vous vivez à New York depuis la France. On a l'impression que c'est une ville cosmopolite, melting pot, et que le racisme n'existerait pas, j'ai presque envie de dire, à New York. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience là-bas?
Yeah, so New York City obviously prides itself on its diversity, and it really lives off that. And Asian Americans comprise 14% of the population. So we have some of the largest Asian American communities in the entirety of the United States. That being said, of the Stop Asian Hate report, 260 of those, almost 4,000 attacks happened in the city. And of those attacks, many of them were very violent in nature, including the grandmother being set on fire, people having harsh chemicals poured on them, to randomly getting punched or kicked while walking in the middle of Times Square, or walking through Chinatown. The atmosphere is very frightening. And as Alistair said, his father talks about pepper spray. My father also handed out pepper spray to everyone in our family at our last family gathering. It's a very different environment from when I used to feel very safe, going about the city, being obviously cautious and vigilant for danger, but now I have to fear that I might be targeted more just because of how I look. And I think it's a very sad and scary situation. I wanted to show this poster from the New Yorker, which shows an Asian American mother and her child just on the subway. And you can just see that it captures the anxiety that everyone is feeling. And this fear, it's very real and it's very justified, and it can have lasting effects. I just want to remind everyone that over 80% of Asian Americans feel that the level of violence is rising, and 1/3 fear actually being attacked. So I think this is something that we definitely need to address as a community, as a response to COVID and as a response to its longstanding history, as Alistair mentioned. I want to point out that the one silver lining, though, is that I am seeing communities in New York City get organized around this. There are protests in New York City, in Chinatown, in Flushing, in City Hall. There's a recognition that bystander interventions need to occur. There are defense classes happening in the parks. So I think we are seeing communities come together to address what's happening. Merci beaucoup, Sharon, pour ce témoignage. C'est glaçant hein, quand vous dites que les familles se prêtent des bombes, des petites bombes lacrymogènes pour se défendre, pour se protéger. Merci à tous les trois pour ces éclairages. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir ce qu'il se passe en France. Anne, je vais vous donner la parole. Où on en est en France, comment on a vécu un peu ce racisme malheureusement ici? Je pense qu'en France, effectivement, même avant le Covid, en fait, les médias, les pouvoirs publics ont déjà remarqué l'existence d'un racisme anti-asiatique. Mais avant le Covid, du coup, toutes les actions publiques étaient surtout focalisées sur la question des agressions et des agressions à motif de l'argent. Qui se sont aussi concentrés dans certaines parties de la région parisienne qui sont peut-être considérées comme des quartiers moins sûrs, des quartiers plus populaires, etc. Donc, ce qui est nouveau avec le Covid, c'est que ça a vraiment révélé à quel point des stéréotypes sur les Asiatiques sont variés et aussi très... ça a révélé tous les différents types de stéréotypes au-delà de la question d'imaginer que les Asiatiques ont des personnes riches et des cibles faciles d'agression. Du coup, dans un premier temps, si on le pose chronologiquement, donc en janvier 2020, quand le virus a été découvert en Chine, du coup ici déjà en France, donc les médias n'ont pas à attendre à récupérer, à réactiver la métaphore de la paix aux jeunes. Une de la presse locale en Picardie, en nord de France, ils ont donc utilisé le titre Alerte jeune pour un peu imiter la formule de paix aux jeunes. Et dans les réseaux sociaux, on voyait rapidement donc, les personnes asiatiques, y compris les touristes ou les usagers anodins, ont été poussés du métro. Donc, du coup, c'est des situations un peu similaires qu'on observait aux États-Unis et ailleurs au monde. Donc, il y a des... Même si quand ils n'ont pas été agressés de manière
évidente. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont dit, qui ont été dévisagées, ils se sont dit regardés bizarrement, etc. On savait qu'il y a aussi des tags racistes visant des restaurants chinois. Donc, grosso modo, à partir de fin janvier, à partir du moment où le virus a été découvert en Chine, du coup, ici en France, quand même toutes les personnes perçues comme asiatiques ont été immédiatement assimilées comme des porteurs ou porteuses du virus. Et c'était aussi du coup à ce moment qu'il y a le premier mobilisation en ligne qui ont émergé avec le hashtag « Je ne suis pas un virus », I'm not a virus, qui a attiré beaucoup d'attention médiatique. Moi, je sais que Julie aussi, Julie et Grace Roy a beaucoup parlé dans les médias. Donc, ensuite, quand la France était entrée en confinement, donc ça, c'était tout le monde était chez soi. Du coup, à ce moment, peut-être imagination sur le fait que tous les Asiatiques sont porteurs de virus était un peu atténuée parce que finalement, du coup, tout le monde pourrait aussi être. Mais je pense que ce qui est nouveau, c'est que cette peur sur la pandémie a aussi révélé et conjugué avec d'autres stéréotypes qui ont déjà existé avec la Chine et la peur d'une mondialisation chinoise qui pourrait être différente et menacer le style de vie en France. Et donc, la nouvelle chose, c'est que ici, on a reçu pas mal de points selon une enquête qu'on a fait à l'INET. On sait que même entre les deux confinements, il y a beaucoup de personnes chinoises ou asiatiques ont été aussi attaquées dans le métro, agressées dans le métro ou dans l'espace public. Donc, et c'est vraiment, ça concerne tous les âges en fait. Il y a aussi des enfants à l'école, du coup, on les insulte, on les attaque verbalement. Il y a des gens dans le métro, entre les deux confinements, on les verse des liquides lessifs sur leur chemise. Sur les médias sociaux, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui se moquent de la Chine et surtout sur la question de pratiques alimentaires. Et enfin, du coup, je pense que le dernier incident qui est le plus choquant et révélateur, c'était donc un appel à agresser toutes les personnes chinoises qui a été paru en Twitter en fin octobre 2020. Et ça, c'était la soirée comme Emmanuel Macron, le président français, a annoncé le deuxième confinement. Et à ce moment, du coup, des milliers de tweets ont paru sur Twitter et de nombre de publications ont fait identifier, ils ont appelé à agresser toutes les personnes chinoises résidant en région parisienne, en France, parce que encore une fois, du coup, on pense que les personnes chinoises sont responsables de cette pandémie. Donc, je pense que la situation, elle est en fait, avec la pandémie, ça a donc réactivé tous les niveaux de stéréotypes et de peur à la fois sur les Chinois, mais aussi sur la Chine en France. Merci beaucoup, Yahan, pour votre éclairage. On a presque l'impression que les violences physiques sont plus importantes aux États-Unis, même si effectivement je ne remets pas du tout en question le fait qu'il y ait eu des violences physiques en France. Il y a eu beaucoup de violences verbales, des discriminations, les communautés asiatiques ont été pointées du doigt, ça on ne peut pas revenir là-dessus évidemment. Néanmoins, on a l'impression que du côté des États-Unis, les violences physiques sont plus importantes. Sharon, est-ce qu'on a une explication pourquoi plus de violence du côté des États-Unis? Est-ce que vous avez travaillé peut-être sur cette question? Yeah, so I will not claim to be an expert on this, but I think that the news cycle, it does tend to prioritize showing stories that are more sensational, right? So it'll show stories of violence more often than it'll show, someone had a racial slur used against them, right? So we're going to see those stories highlighted more by the media. That being said, like the actual number of violent incidents is growing. I think in New York City, the number of hate crimes in 2015 was 9 or 10, and now it's 29. So it's a 3x factor. And that's just crimes that get classified and reported as hate crimes.
I think what Yahan pointed to, it's, not just a European phenomenon, it's a global phenomenon of Asians often getting dehumanized in terms of how they're portrayed in, society's media. And so that level of dehumanization, when they're not really perceived as individuals, but as a monolith, it really allows for perceived justified acts of violence, that whatever is happening is okay. The other factors that I think contribute to, more perceived escalated violence in the United States are the fact that we as a country have perhaps more lax gun controls and easier access to guns than many other places worldwide. So, having access to a tool for mass violence leads to the potential for more violence, such as with the shooting incident in Atlanta. And the other thing I will say is that hate crime legislation, it is often very difficult to prove that a crime is a hate crime. Even those incidents that my Aunt Tam described with the grandmother getting set on fire, it was not classified as a hate crime. And as a result of these things, it can be very hard to get justice. So I think that sense of not being accountable or your crime not being charged at the level which you would be charged otherwise can lead to more feelings of, I can get away with this, or I'm justified in doing this. Merci, merci pour ce témoignage. Je rappelle, on va vous le repartager dans l'espace de conversation écrite, que vous pouvez faire un don pour soutenir l'association Asian American Advancing Justice Chicago, où travaille Kat et qui aide les victimes d'agressions. Parfois, c'est aussi en donnant de l'argent que l'on peut aider les autres et pas seulement en écoutant les discussions, même si c'est déjà très très bien. Merci encore à tous d'être là. Passons maintenant à la représentation, car évidemment, ça joue un rôle essentiel dans notre société. Grâce, quels sont les modèles de représentation qu'on a en France? On voit derrière Sharon des affiches, le Time. Je me souviens pas avoir vu de médias français aussi impliqués, par exemple, dans la lutte récemment. Est-ce qu'il faut toujours puiser du côté des États-Unis pour avoir des modèles de représentation? Oui, effectivement, merci pour la couverture du Time, Sharon. Effectivement, parmi les sources du racisme, il y a un terreau fertile qui est créé par la question des représentations lorsqu'elles sont réduites, elles sont fausses ou négatives. Et lorsque Sharon a mentionné donc, la question de la représentation des personnes asiatiques comme un bloc monolithique qui serait, voilà, on serait tous pareils, en fait, on se ressemblerait tous. Cette image des personnes asiatiques d'un continent qui comporte 50 pays est problématique et c'est une représentation qui est clairement perpétuée par l'histoire et par aujourd'hui le système dans lequel nous vivons. En France, donc j'aimerais rappeler, puisqu'on a tout à l'heure en introduction parlé de l'histoire du racisme aux États-Unis, j'aimerais aussi rappeler qu'en France, nous avons une histoire du racisme institutionnel qui, donc, voilà, elle a commencé il y a bien longtemps, mais elle a été particulièrement théorisée et conceptualisée par des grands penseurs notamment du 19e siècle, qui sont encore aujourd'hui célébrés en France. Je peux penser par exemple à Jules Ferry, qui est un ministre du 19e siècle, ou Ernest Renan, qui est un historien, qui ont tous deux écrit, déclaré l'infériorité des races humaines les unes par rapport aux autres. Et donc, cette histoire du racisme française, Julie me demandait tout à l'heure si on regardait les États-Unis, on a l'impression que quand on parle de racisme, c'est un problème qui vient des États-Unis, que nous, en France, nous serions protégés par cette idéologie. Il n'en est rien. Des grands penseurs français, historiens, écrivains, ont théorisé le racisme et ont donc créé cet environnement hélas, porteur
de préjugés, de stéréotypes négatifs et par là même de discrimination. Et donc la question de la représentation, elle est très importante dans tout ce qu'on vient de dire parce qu'elle permet en fait la violence, les violences physiques, les violences verbales, les violences institutionnelles sont permises par la violence symbolique qui est véhiculée par ces représentations des personnes asiatiques, des cultures asiatiques, voilà, de tout ce qui nous rapporte à l'Asie. Et l'histoire, donc le continuum des violences impérialistes et coloniales de la France se retrouve dans les représentations que nous avons culturelles, notamment par exemple, je vais citer des productions françaises comme L'Amant, un livre de Marguerite Duras, un film de Jean-Jacques Hano qui a été primé en France dans les années 90, ou encore le film Indochine, hein, qui va montrer une vision très romantique de la question coloniale. Et comme vous savez, moi j'habite à Paris, la question du romantisme est très largement utilisée comme un outil marketing pour parler de la France. Donc, quand on est en France, on a beaucoup de mal à échapper à cette question de la romanticisation, que ce soit donc décolonisation, de la violence, des dominations et du racisme. Et voilà, donc pour vous donner un exemple, nous en France, nous avons beaucoup de mal, nous avons beaucoup de mal avec la question de l'indifférence à la race, hein, c'est-à-dire que nous avons du mal à utiliser des termes comme la race, hein, on a l'impression que c'est raciste de parler de race, alors que le racisme existe et c'est en évitant de nommer le racisme qu'on contribue encore plus à ce que cette violence eh bien, elle demeure. En fait, on a du mal à la compter et à la faire évoluer. Et moi, je me sens aussi un petit peu frustrée quand j'entends les chiffres que vous avancez toutes et tous aux États-Unis, des chiffres donc qui permettent à la fois d'analyser, qui permettent de réfléchir hein, sur des actions, des solutions pour le racisme. Nous, en France, nous avons une certaine perception des statistiques qu'on appelle ethniques. Hein. Elles ont été historiquement utilisées contre les personnes issues des groupes minoritaires. Elles sont encore aujourd'hui utilisées contre certains groupes. Je pense par exemple à la question aux minorités roms qui ont été comptées et déportées par les gouvernements successifs en France, hein, des gouvernements du XXIe siècle. Donc voilà, donc la question de l'indifférence à la race, la question ça se retrouve dans les représentations. On est toujours dépeints comme les éternels étrangers. Donc la question du péril jaune que tout à l'heure Yahan Chuang a évoquée, elle est parlante puisque encore aujourd'hui on parle de cette idéologie raciste hein, du 19e siècle hein, qui revient aujourd'hui avec le Covid. Donc l'éternel étranger. Pour les femmes, on peut parler aussi, et on l'a vu avec la tuerie d'Atlanta en mai 2021, l'hypersexualisation, la précarisation des femmes et le pendant pour les hommes qui est aussi la question de la dévirilisation, la question de la mise à l'écart de tout ce qui est de la masculinité dominante. Et voilà, et ces clichés narratifs qui reviennent continuellement dans l'espace public, que ce soit pour la production culturelle, pour la question politique, et les Asiatiques restent en marge de la société. Merci beaucoup, Grace. Vous l'avez évoqué, le terme asiatique englobe normalement beaucoup plus que ce qu'on voit, notamment depuis la France. Kat, je m'adresse à vous. Le terme asiatique suppose normalement la prise en compte de tout le continent asiatique, je dirais presque du Liban au Japon. Mais il se limite souvent, en tout cas depuis la France aujourd'hui, à l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Qu'en est-il aux États-Unis? Thanks for that. You know, I do have to say, I really think that Grace has touched on a lot of points of the complexity of Asian American history, as well as, you know, just a small snippet of our diaspora. I think that there isn't really a unifying term of what it means to be Asian and Asian American.
And so oftentimes, I think we conflate different communities, even within the Asian American community. In the United States, if I want to be as inclusive as possible, I would be using the term, and this term isn't really known, AANHPI plus MENA. That would be the most inclusive term. And again, as I just mentioned, most people don't know it. Asian American, Native Hawaiian, Pacific Islander, Middle Eastern, and North African. That was a little bit touched on talking about stretching from Lebanon and whatnot. When we're talking about anti-Asian sentiment, we miss out on really who is Asian and who is Pacific Islander. We're talking about Hawaii, then spanning into the islands of Micronesia and Oceania. Then we're talking about East Asians, Southeast Asians. Then I also want to highlight South Asians, which by the way, are not on this panel, right? South Asians like Sri Lanka, Nepal, and India, then stretching over into the Middle East, Central Asia, West Asia, and also North Africa. I think it's important to really distinguish all of these communities because these are also the very areas that both France and the United States have colonized, right? And so we don't get to say that this is like our community and then limit who our community is and then forget that France and the United States were integral in creating places like Vietnam today, like Hawaii today, like Algeria, right? And so I hope that when we are talking about anti-Asian sentiment, not only is it in the context of the pandemic and how that has really affected, you know, with the statistics of many East Asian and Southeast Asians, but also remember that like Filipinos are being really adversely affected during the pandemic, whether that's Filipino nurse deaths in the United States, but also being mistaken for, you know, racist terms like the Wuhan virus. But I also really want to highlight there has been a rise in Islamophobia. Sikh Americans were killed in Indianapolis. There was a Pakistani family in Canada that was attacked, I think, yesterday. And so when we're talking about anti-Asian sentiment, I really hope that all of us as Asians really challenge ourselves to remember that there is not one way to look or be Asian, and that we're also talking about Pacific Islander experiences as well as South Asian experiences during the pandemic, because they are being adversely affected, maybe not quite in the exact same ways, but they're not dissimilar to each other. Merci infiniment, Cap, pour ce point de vue. Merci aussi à toutes les personnes qui commentent et qui nous encouragent dans le chat. On va passer à la deuxième partie de notre conversation. Évidemment, ce soir, on est en train de construire une solidarité transatlantique. Et il existe aussi des solidarités entre les communautés minoritaires. Pardon. On en parle tout de suite. On commence peut-être avec Yahan, parce que j'entends dire régulièrement les Asiatiques ne subissent pas le même racisme que d'autres communautés minoritaires en France. Est-ce que finalement, il y a quand même des similitudes parce que le racisme reste du racisme? Oui, effectivement, ce qui est perturbant, c'est que le fait que les Asiatiques sont étiquetés comme des minorités entre guillemets modèles, c'est-à-dire des personnes qui réussissent un peu mieux professionnellement, scolairement que d'autres minorités. Souvent, du coup, pour les personnes, pour les membres de cette minorité, on aura tendance à penser que pour nous, on pourrait échapper du racisme, on pourrait échapper de discrimination institutionnelle, culturelle, médiatique, etc. Mais en effet, donc là, la pandémie, c'est une occasion pour un peu réveiller, pour montrer qu'en effet, finalement, pour les autres minorités, à partir du moment où on est des personnes, des membres des populations racisées, finalement, il y a, malgré certains stéréotypes, entre guillemets, positifs, mais où quand même, on ne peut pas échapper du racisme. Et je pense que là, dans les années passées, du coup, quelques exemples assez frappants, c'est premièrement sur la question de violence policière.
qui semble, surtout concernant en France qu'aux États-Unis, quand on pense aux violences policières, du coup, on va surtout penser aux personnes issues de la minorité originaire de l'Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Mais en France, on savait qu'en 2017, il y avait quand même une grande mobilisation à la suite de la mort de M. Liu Xiaoyao, qui a été décédé après un contrôle de police chez lui. Et à partir du moment, du coup, pendant une semaine, donc à Paris, on voit que toutes les jeunesses asiatiques, quels que soient les âges, sont allées protester devant le commissariat, dans la rue, à la place République, même pendant des rassemblements organisés par des associations de commerçants avec la présence de l'ambassade. En fait, et en même temps, du coup, à partir du moment que ces personnes qui ont participé à la manif ont été arrêtées par la police, on les traite comme avec des violences, avec des insultes racistes. Donc finalement, à partir du moment où on a grandi dans des quartiers multiethniques, dans des quartiers populaires et immigrés, finalement, on ne peut pas être étranger de tous ces traitements, toutes ces discriminations institutionnelles, tous ces violences policières. Et deuxième exemple, du coup, c'est ce qui a été monté cette année par le Covid. Donc, on voit très bien que derrière tous les stéréotypes sur les populations chinoises asiatiques, si on trace un peu les origines de l'image du période jeune, c'est comme une image, un stéréotype très historicisé qui est aussi enraciné dans le système inégal entre l'Occident et l'Orient, comme deux systèmes contrariés, que l'Occident étant supposé comme un sujet universel et supérieur que l'Asie ou l'Afrique, que les continents considérés comme des autres inférieurs, sous-développement, etc., comme des autres barbares. Donc, clairement, ce système, cette pensée coloniale, elle était quand même profondément enracinée toujours derrière l'idéologie diplomatique, médiatique, culturelle dans le monde occidental. Donc, à ce sens, finalement, par exemple, si on prend finalement la peur sur l'asiatique ou la tendance d'altériser les asiatiques et les chinois, finalement, c'est pas si différent par rapport à l'islamophobie qui nous a préoccupés qui nous a hantés depuis le September 11, depuis 2001. Je pense que c'est peut-être pas encore, il y a peut-être pas encore beaucoup d'initiatives, mais on voit quand même le mécanisme, il y a une similitude dans le mécanisme d'altérisation. Merci mille fois, Yahan. Je vois dans le chat que ça réagit beaucoup sur le mythe de la minorité modèle. Et Kat voulait également préciser quelque chose concernant un terme que vous avez employé sur les stéréotypes positifs envers les Asiatiques. Thanks a lot. You know, if I don't mind just pushing this a little bit, you know, I think it's really important that we talk a lot about, you know, like police brutality. And I think you spoke on a really important point. There are many marginalized groups that are affected negatively by police brutality, you know, not just by race, by documentation and citizenship status, by different language abilities, right? Those with disabilities as well. And obviously that's intersectional to different identities, including race, right? I think it's important to talk really quickly about, you know, the term positive stereotypes. I want to just clarify, I don't think there's a such thing as that. Positive stereotypes just means that it is like this backhanded compliment that set people up for failure because you are not that, right? Why aren't you good at math and science, right? It becomes a setup for failure. And then it brings low expectations, you know, kind of like what Yahan was saying about like inferiority, right? That brings inferiority, that brings comparisons, which create racial tension. And I just want to remind that, you know, when we are talking about this, you know, racist sentiment, the ultimate enemy of this is white supremacy, right? The model minority kind of confuses that for us.
when we talk about positive stereotypes, when we talk about, you know, like how we don't have issues and we're rendered invisible, really thinking about the fact that white supremacy is the ultimate enemy that pits different groups against each other. And, you know, I used to be an ethnic studies teacher, so I taught race and identity to high schoolers. If you want to check it out, the term is racial triangulation, right? We quite literally create a triangle that pits different groups against each other. So the person or the people that come up on top, you know, are like white nationalists who get to continue to create the racist structural institutions that we continue to have to live under while we think that we're each other's enemy. I think this also really relates to a common term in the United States called oppression Olympics, right? Kind of like what the question was saying, like who kind of has it worse. And I really want to highlight the fact that comparisons are evil. They are a part of that racial triangulation. It is part of that, you know, missing who's the real enemy here, because it's not really about simply comparisons. In what ways can we really push ourselves and other people to highlight specifically Asian American experiences, and at the same time be able to find shared experiences with other groups of color so we can fight together? This is a solidarity conversation. We're trying to create a movement. And so hopefully we're able to build those 2 points of nuance of finding specific Asian American experiences to fight for justice and fight on those policy issues. And then at the same time, also see where we come in contact with other groups so we can work on immigration, because it doesn't just affect Latinx groups. That we don't just talk about, you know, harassment towards Asian women, because that happens for Native and Indigenous women too. That we're not only talking about police brutality, but really thinking that Black and Asian solidarity can be there too. It is up to us to really build that sort of nuance so we can create multiple movements, because no one group is defined by one policy issue. Merci infiniment, Kat. Merci aussi de nous offrir cette superbe transition avec la question que je vais poser à Rui, qui a travaillé dans le nord de Paris sur l'organisation de dialogues entre plusieurs communautés. Est-ce que Rui, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les effets qu'il y a eu après? Est-ce que ça a aidé? Est-ce qu'il y a eu un impact? Merci. J'ai participé à partir de 2015 en fait à des activités qui consistaient à créer des liens, créer des occasions pour des membres de différentes communautés en Seine-Saint-Denis. C'est un département à côté de Paris, des gens de différentes communautés, dont les Chinois, pour travailler ensemble, notamment sur le sujet de la sécurité. Et puis aujourd'hui, les activités ont évolué. Ça n'a pas toujours été couronné de succès. Je dirais que chaque petite avancée est pour moi un petit succès, en ce sens que l'idée, c'était surtout de permettre à des gens de faire connaissance à travers des activités. Si on vise le même objectif, en faisant ensemble, ça permet de faire connaissance. Et après, avec ces liens qui sont créés, eh bien, les gens vont trouver des solutions tout seuls dans leur coin. Ils peuvent, ils peuvent eux-mêmes, sans d'autres interventions extérieures, trouver des solutions ensemble et donc permettre de faire ce qu'on appelle en France, non pas du vivre ensemble, mais du faire ensemble. Et c'est lorsque dans les communautés, on est cloisonné, on n'agit que, par exemple, entre Chinois ou que entre Arabes, qu'on n'a pas trop d'occasion de côtoyer et de travailler, de faire connaissance avec peut-être la personne qui est juste le voisin, qui est chinois, mais on se croise dans l'immeuble et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelles sont ses souffrances. Et lorsqu'on se connaît, on parle, quelle est ta famille, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté. Eh bien, en fait, on se rend compte que nous avons les mêmes difficultés, on a des modèles qui sont parfois similaires. Et ça, j'ai eu comme petit succès de permettre que lorsqu'il y a eu des agressions contre des personnes chinoises et asiatiques en Seine-Saint-Denis, que ces relations-là
ont permis de diminuer un petit peu ou du moins de créer des élans de solidarité ou des élans de soutien. Parce qu'auparavant, par exemple, les personnes chinoises d'un quartier à La Courneuve avaient l'impression d'être assiégées. Et puis, ce type de relations leur ont permis de recevoir des soutiens, des témoignages pour leur dire bah, vous n'êtes pas tout seul et au moins on est avec vous. Et ensuite, les autorités peuvent prendre en compte des avis, des situations qu'elles ne connaissaient pas du tout avant. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours aussi successful que j'aurais espéré, c'est-à-dire que les gens ont des vieilles habitudes. Le lien communautaire reste très fort à l'intérieur de la communauté. Donc, c'est parfois difficile aussi. Il faut demander un gros effort aux personnes de continuer à travailler et à entretenir des relations de travail avec d'autres. Mais parfois, ça peut vraiment aider et ça peut créer des émulations. Parce qu'il y a cette crise du Covid. Et récemment, je suis en train d'aider, par exemple, une association qui fait de la distribution alimentaire à l'intérieur de la communauté chinoise pour des gens qui ont des difficultés financières. Eh bien, sachez que ça a démarré grâce aux encouragements d'un voisin qui est arabe, qui fait cela dans sa communauté. Et puis, en fait, il s'agissait de deux voisins. Il y a un monsieur qui est arabe et l'autre dame qui est chinoise. Il lui a expliqué ce qu'il faisait dans sa propre communauté, comment il faisait, et il l'a aidé à débuter cette activité à l'intérieur de la communauté chinoise. Et maintenant, cette activité, elle marche bien. Il y a des gens qui ont pu vraiment bénéficier d'aide alimentaire, de pouvoir manger au moins 3 fois par jour, alors qu'avant, ils mangeaient seulement 1 fois par jour. Et ben, je dis merci et bravo à ce monsieur qui s'appelle Jamal. Il a été très, très utile, en fait, hein, et c'est grâce à ces liens où on fait des choses ensemble. Et donc, ce monsieur, en fait, c'était un voisin qui faisait du business et parfois, il faisait du business avec des Chinois. Voilà. Merci Rui pour ce témoignage et cette petite anecdote très locale. Du coup, avant de passer la parole à nouveau à Mitam, je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir plusieurs initiatives, notamment Asian American Advancing Justice à Chicago, avec le lien qu'on vous partage. Également, côté français, l'Association des jeunes chinois de France, à qui vous pouvez faire des dons pour les aider dans leurs actions. Mitam, vous vivez à Seattle et vous travaillez aussi sur ces questions d'intercommunauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Thanks, Julie. So one of the great things about the US is our cities across the country, from New York to Chicago and San Francisco, have very specific immigrant populations who've settled here. And depending on the mix, it really defines its identity. So New York, for example, has 3 Chinatowns. I know Paris has 2, but New York has 3 in Manhattan, in Brooklyn, and in Flushing. And Seattle has a very long history of Asian American communities settling here, starting with the gold rush. We have very strong, my background's in urban planning, so this is going to be a little bit nerdy, but we have a very strong place-based neighborhoods, from our Chinatown or International District to Japantown and Little Saigon. And our world famous Pike Place Market also have exceptional flower vendors from the Hmong community, which are a hill tribe of indigenous people from the mountains above the Mekong Delta that arrived in the US as a direct result of US policies during the Vietnam War. So we have a core kind of neighborhoods, and then we also have the surrounding areas outside of Seattle proper. In the north and the south of the city, we have a very vibrant Korean American community. Like, one of the cities here, like 85% of the property is owned by a Korean American, which is amazing. And in the south of the city, in White Center, we also have a very robust Cambodian population. So because our geographies are so spread out, the reporting of anti-Asian hate has been ranging from suburban towns to the heart of Chinatown International District to downtown Seattle. And the most lethal of which has been something that I mentioned at the beginning of the call, that a 29-year-old young Vietnamese man, John Huynh, was stabbed in the heart as he was leaving his friend's house that is just
I mapped it, and it's 22 minutes from where I'm sitting right now. And this really hit home for me because this is 5 minutes from where one of my best friend's grandmother lives, and she lives there alone. And he was also a public health worker. And the irony of that he was killed because of the racism surrounding the narrative of COVID-19 is not lost on me. So that one really hit home. We've had people punched in the face. We've had really racist slurs written in the ground in our places of worship, and destruction of property. And it's been really traumatic to our communities because it is, you know, I live around the corner from a food bank that a lot of our elders in Chinatown ID International District in Lower Saigon go to. And they, you know, every Monday morning, I call it March of the Aunties. So they're on their walkers and they put all their food on their walkers, and they also give them toilet paper. And so the toilet paper sits on top of the food. So you see this march of like 5 to 10 aunties and uncles just, and they don't walk in the sidewalk, they walk in the middle of the street, and they walk from this hill down to Chinatown. And when I first moved here, I thought it was really sweet. And then now I just fear for their safety. And I just pray every time I see them that they won't get harmed, because that is the kind of lived experience we have right now in Seattle. And about a block where I am, something that has, I think one of my concerns is the trend towards the economic impact of COVID-19. A lot of people have lost their work, and that the racism combined with poverty is increasing petty crimes. And one of the things that has been really concerning, a block from me is a grocery store called Lum Seafood. And one of the things that's been happening frequently are, you know, cars would drive by the aunties who are shopping, and they already purchased their groceries, and they're putting their groceries into their car. And what these people would do is they would drive by, yank the auntie away from her car, reach into her car, and grab her purse. So there's been dozens of these incidences happening in the last few weeks. And so it is really a challenging time to be in our bodies. And these are some of the incidents that's happening. And so it's living in a daily state and fear of our lack of safety and security. And it's really, really scary. And I'm grateful for the amount of organization that we have as well. We have a very strong community here, and we've organized you know, volunteers to go shopping with elders or to delivery groceries. And even though we're so mobilized, and that I find a lot of joy and comfort in that, it's also a very, very difficult time. Merci Nita. On voit que le sentiment d'insécurité est très fort à côté de chez vous. Merci à tous ceux qui nous félicitent et nous encouragent sur le chat. On essaie de lire en même temps tous vos commentaires. Merci également à notre interprète incroyable qui passe de l'anglais au français en quelques secondes. On nous a demandé dans le chat il y a quelques instants si un jour on allait réussir à démanteler tous les stéréotypes contre les Asiatiques. On va y venir, hein, ça arrive, il nous reste moins de 30 minutes ensemble, mais on est complètement dans notre programme. Grâce, pour revenir à la solidarité entre les différentes minorités, je ne sais pas si c'est un terme qui vous convient d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Vous avez cofondé un podcast de référence sur le racisme en France, Cross Minorité. Qu'est-ce que ça a apporté au grand public ? Merci Julie pour la question. Alors oui, alors moi nous avons créé avec mon associé qui est journaliste, qui s'appelle Rokhaya Diallo, il y a 3 ans, un podcast qui s'appelle Kiffe ta race et qui traite des questions raciales en France. Hein, voilà. Donc, le podcast s'appelle Kiffe ta race et déjà rien que de dire le mot race, il y a plein de gens qui nous ont dit mais c'est hyper raciste, voilà. Et justement la question était là, c'était pourquoi est-ce que c'est tellement tabou en fait de parler de ça alors que nous vivons le racisme. Et moi j'ai
j'ai toujours vécu le racisme. Voilà, je me rappelle de quand j'étais petite, on me disait dans la cour d'école Ching Chang Chong, et moi j'ai des enfants aujourd'hui à qui on dit aussi Ching Chang Chong, et en plus, depuis la pandémie, on les appelle Corona. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les choses ne vont pas mieux, hélas, parce que on serait plus ouvert d'esprit, qu'on peut voyager en Asie, qu'il y a des vols pas chers et, et des hôtels all inclusive. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe en fait, la lutte contre le racisme. Et donc la question du podcast était de pouvoir déconstruire les cloisons fictives qui existent entre les communautés. En France, le terme communauté est très négatif. Les gens pensent que les communautés, c'est un repli sur soi et que lorsque nous sommes dans une communauté, nous excluons les autres, en fait. Et ça, je pense que c'est une différence fondamentale avec les États-Unis où je trouve que l'appréhension du mot communauté est très, au contraire, assez positive. On parle de community building ou des choses où le terme communauté est positif. Et ça, c'est quelque chose que nous essayons de travailler en France, de montrer à quel point, en fait, les communautés, nos communautés sont celles dans lesquelles nous vivons et qui nous importent. Et dans ces communautés, donc la question de la déconstruction de ces cloisons créées artificiellement par le système. Donc, il peut s'agir de racisme, mais il peut aussi s'agir d'hétéronormativité, de patriarcat. Voilà, les luttes qui existent aujourd'hui, nous ne sommes pas que... Voilà, rien que le terme asiatique, on l'a montré tout à l'heure, c'est une construction sociale. Nous sommes asiatiques parce que nous vivons en dehors de l'Asie, clairement, puisque... on ne se lève pas tous les 4 matins en se disant « Ah, je suis asiatique ». Évidemment que c'est une construction et que elle est aujourd'hui construite en partie par ce que nous vivons de manière négative. Et la question du racisme et de le voir de manière globale, en fait, nous permet aussi de prendre de la hauteur. Moi, pendant très longtemps, je pensais que les Asiatiques travaillaient très dur, selon ce stéréotype qu'on nous a beaucoup... parce que mes parents travaillaient très dur, c'est vrai. Et comme mes parents étaient ma seule référence, je trouvais ça vrai, le fait qu'on me dise « tes parents travaillent dur ». Puis j'ai rencontré donc d'autres personnes, par exemple mon associé Rokhaya Diallo est noire et ses parents aussi ont travaillé très dur, mais pas parce qu'ils sont pas asiatiques, donc c'est pas. Et je travaille avec une femme algérienne, ses parents étaient ouvriers pour l'usine Renault, voilà, ils sont venus en France, la France les a fait venir pour travailler ici, et ses parents ont travaillé extrêmement dur. Hein. Et là, on a des enfants d'immigration française dont les parents recommençaient à zéro, qui ont suivi cet exil, qui ont suivi voilà, énormément de choses, et les parallèles se sont posés naturellement, c'est-à-dire qu'on vit des choses qui sont similaires, et là, on va reprendre tous les domaines qu'on a un peu cités tout à l'heure, c'est-à-dire que on a parlé de violence, donc la violence policière, le fait d'être constamment, de craindre pour sa sécurité, non en raison des relations interindividuelles, mais en raison de l'action de l'État. Et ça, c'est évidemment un problème qui est très important lorsque nous sommes de citoyens modèles, puisque voilà, mes parents ont toujours payé leurs impôts, c'est évidemment des citoyens modèles. Hein. Et toute la question de la précarité économique dans laquelle nous demeurons, puisque être à la marge de la société, ça implique aussi que nous sommes donc moins établis en termes économiques. Et on a parlé tout à l'heure de l'assignation aux travaux du care, en fait, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, le care, c'est le soin des autres, et on peut le voir que à travers les États-Unis, la France, l'Europe, on voit qu'il y a des personnes asiatiques qui sont assignées à des travaux comme, on va dire, le soin des personnes, le soin des enfants, les nounous, le travail domestique, la question du soin des autres, la question les massages, la manicure. Voilà, ce sont des jobs qui sont ouverts d'une manière prépondérante aux personnes précarisées dont les personnes immigrées font partie, et les personnes asiatiques également. Et voilà, la solidarité intercommunautaire, elle nous permet de mettre à jour ces mécanismes de domination, donc quels qu'ils soient, parce que nous sommes tous à l'intersection de ces mécanismes, et le podcast m'a permis à moi de créer un espace politique dans lequel je pouvais déconstruire, analyser. Alors maintenant, on dit aussi, on parle d'empouvoirment, donc le fait de redonner du pouvoir aux personnes à qui on l'a enlevé, et puis évidemment de reconstruire, parce que la question est là, c'est la reconstruction, c'est changer, de proposer de nouvelles représentations,
et de manière collective. Et tout à l'heure, il y a une personne qui demandait comment est-ce qu'on fait pour générer de la compassion. Et en fait, moi, la compassion, ce n'est pas un sujet. Je n'ai pas besoin de la compassion des autres. Moi, ce que je veux, c'est prendre la place qui est clairement la nôtre, en fait, parce que nous l'occupions déjà. Et donc, l'idée, ce n'est pas de quémander quoi que ce soit, en fait, puisque ce travail-là, nous le faisons déjà, nous le faisons, nos parents le faisaient avant nous, nous le faisons aujourd'hui de manière différente, puisque nous avons accès à la parole, nous avons accès aux réseaux sociaux, nous avons accès à des outils qui n'existaient pas. Cette conversation est donc la preuve que nous avons un outil de conversation transatlantique qui nous permet de construire ces ponts-là et voilà, de manière collective, encore une fois. Merci beaucoup, Grace. Il y a aussi un autre moyen d'être solidaire, c'est parfois d'intervenir quand on voit une agression dans la rue, sur un lieu de travail, une discrimination. Je vais passer la parole à Kat parce que vous formez des témoins d'attaque à intervenir en cas de nécessité. On ne va pas pouvoir faire toute une formation avec vous en 3 minutes, mais rapidement, est-ce qu'on peut avoir des clés pour être un bon allié et pour savoir comment réagir en cas de besoin? Sure. I see that sort of as a two-part question. The first is really talking about how can we react when we are witnessing some form of harassment, both publicly or online. Just to let you know, talking to the person who's being harassed is one of the many options you can think of. I think oftentimes we think about trying to punish the harasser. Maybe we learned about this from our parents. Maybe we learned this in school, but that actually doesn't really bring in healing or dignity. And it's not a good learning opportunity for anyone. So know that, you know, when you are able to center the feelings and the experiences and the dignity of the person who is being harassed, then you realize that there's actually a variety of ways that you can be able to intervene, whether that's checking in on somebody, whether that's making a distraction like putting an alarm on your phone and pretending you don't know how to turn it off, or like pressing the panic button like on your car, or dropping that really annoying heavy water bottle that you have that's made of metal and just won't stop clanging, right? Like there are ways that you can figure this out, which still preserves, you know, your own sense of safety. I'm not going to give you much more than that because that just means you have to take my trainings. But we do host free and public ones on our website that we keep putting in the chat. We keep putting the link in the chat anyways. So know that that is free and available. We also have, you can also email us for any ideal times to make sure that we are sensitive to international time zones as well. The second part of the question is like, what can we do to be an ally? I actually think of that as something separate from being a bystander, right? Because being an ally is part of a lifelong journey of a lot of different steps, right? There's a couple of things that I would ask that we all really think about. The first is thinking about the very capitalist scarcity mindset we have. You know, as Grace was talking about, like we want better resources for our own families and our own children and our own communities. Taking away, like we don't have to think that there's a limited supply of resources. There's plenty of money in the world. There's plenty of resources in the world. It's how we allocate them that has given us the systemic poverty and honestly like undue difficult circumstances that I find completely unnecessary and unreasonable, right? So in what ways do we want to, like, if we want to like elevate our own privilege, to what degree does that come at the cost of taking away privilege or resources from somebody else? That's kind of why I say screw the whole system anyways, right? Because we do have enough resources for everyone. And I think that's also the importance of not only questioning capitalism, but questioning like just this sort of like interracial tension that we have. We can work together. We can have solidarity. So we share resources equally and equitably. So the first is really being able to interrogate the privilege and scarcity mindset. The second is this. I want you to think about what you currently do as an ally and what you currently don't do. Do you donate? Do you not show up to protests and rallies? Do you call your legislators and lawmakers? Do you not, like, so think about what you do and what you don't do. And then I want you to ask yourself,
of the things that I do and don't do, are they one-way transactions or two-way transactions, right? For example, this panel right here is a great way to be an ally. It's a one-way transaction. We don't really get to have like an intimate relationship with you who is watching from the screen. That's where I need you to join an anti-racism working group, right? That's where you're gonna actually be able to, like, maybe you wanna network with Roy or Sharon, right? And that's like a two-way transaction where you actually really get to build relationships so you can be held accountable on how to be a better ally and what are some concrete steps, right, of people who have done this work for years. Also make sure that when you're talking to people, add some South Asians and Middle Eastern folks too. Remember, like really capturing our whole community. And the third is this: even when we have diversity, even when we have desegregation, we still don't know a lot of experiences of folks. Just because I have a Black friend doesn't mean that that Black friend feels comfortable enough to talk to me about their very real Black and African American experiences. Just like how we might be Asian friends to other folks, but do we really talk about our Asian American moments? Right? Like making sure that we are deepening our conversations amongst the people we already know. If we're not talking about all the crap that happens to Asians to our white friends aren't really our friends. We need to have those conversations and be ready to like ask them to mobilize. And that's also a part of building solidarity and really pushing our allyship. Merci infiniment, Kat. Ça réagit beaucoup sur l'espace de conversation. Merci à tous pour vos compliments. Comme l'a dit Kat, un des moyens de s'engager, parce que là, vous recevez cette conversation. Un des moyens de s'engager, c'est aussi de participer, d'aller voir ce que font les uns et les autres. Donc, tout au début du chat, vous avez en partie ce qu'ont fait nos différents invités. On essaie depuis tout à l'heure aussi de partager avec vous des liens, des podcasts, des recommandations. Vous pouvez aussi faire des dons à Asian American Advancing Justice Chicago ou à l'Association des jeunes chinois de France de ce côté-là de l'Atlantique. Vous pouvez écouter le podcast de Grâce, vous pouvez lire le livre de Yahan et plein d'autres choses. On va continuer à vous partager des liens dans le chat. Il nous reste un petit 10 minutes ensemble. On va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. On est dans les temps, tout va bien. Alistair, c'était important pour vous de parler des histoires des victimes. Pourquoi c'est important que ces victimes aux États-Unis sachent que en France, il y a des gens qui ont écouté leur histoire et qui les ont prises en compte? So when I was growing up here in the DC area, my mom had a friend who was also Chinese, and my family speaks Mandarin at home, and my mom's friend speaks Cantonese, and together they would occasionally write notes to one another because they couldn't communicate orally, right? They didn't share an oral language, but shared a language in written form. And especially during this last year, I think that I've been noticing that with other members of the AAPI community here in DC, you know, my family doesn't even share a written script with them. We have no language in common necessarily. What Kat was saying, I think really resonates with me, and what I've been thinking about while this conversation has been going is that, you know, our identities are shaped, if not partially defined, by how others perceive us, right? And my parents may see very little in common between their experiences as immigrants from Taipei to DC and the experiences of someone who is Native Hawaiian, referring back to what Kat was saying, right? But other people may project one identity onto them, and it's the same baggage, right, of perceptions and assumptions and stereotypes. The question for me, right, that comes up is, how do we, as people who have been defined in a way as AAPI people, right, this social construct that we
have been constructed as, how do we define our community and how do we support one another? How do we engage allies? And I think that there's so much room for us to be exploring this together rather than in silos. We may not always have Tara there to simultaneously interpret for us, but I think there's a lot of other platforms for us and opportunities for us to do that. And I think, to answer your question directly, I think that there are the forces that define who we are, right? And then there are the collaborations that can strengthen our capacity to actually define who we are ourselves. And for me, that's really a big piece of this work. And even in the conceptual frameworks, right, I think are interesting for us to be unpacking from a different perspective, right? So these ideas of communitarianism and laïcité, right, are really difficult actually to translate into English. But I think there's actually ample room for us in the US to be learning from the French efforts, right, to be pushing those frameworks forward, and vice versa. Merci beaucoup, Alistair. On nous demande sur le chat où on pourra retrouver les liens, comment contacter nos invités. C'est bientôt fini, mais on a encore quelques questions ensemble. Pour contacter nos invités, a priori, vous pouvez les contacter par Twitter, par LinkedIn. Pour les liens, on essaiera de les partager sur la page Facebook, l'événement Facebook de cette conversation organisée par le magazine COI. Rui, en préparant cette discussion, je sais que vous vous demandiez quelles étaient les pistes à creuser pour mettre en place cette solidarité, pour voir aussi comment font les Américains de leur côté. Oui, en fait, moi, j'avais souvent, quand j'étais plus jeune, je considérais la communauté des Asiatiques aux États-Unis comme un modèle, parce que dans ma famille, on disait que les Asiatiques aux États-Unis étaient mieux représentés dans la société, avaient des ministres. Ils avaient, bien avant qu'il y ait quelques visages de ministres asiatiques en France, déjà des ministres d'origine asiatique aux États-Unis. Il y avait des journalistes, des investisseurs, d'entreprises très, très puissantes. Je pense notamment à Yahoo, je pense aussi aujourd'hui à Zoom. Ce sont des entrepreneurs qu'on ne retrouve pas forcément en France, et certains qui réussissent partent aux États-Unis. Donc, j'étais moi-même fasciné et j'ai toujours voulu apprendre de comment est-ce que les communautés américaines, asiatiques américaines s'organisent. Et par exemple, je suis allé aux États-Unis étudier le cas de Peter Liang, ce policier qui a accidentellement tué un noir américain, et comment est-ce que le sujet a été traité. Et j'ai remarqué également que nous avions, pas moi tout seul, mais un grand intérêt pour donc ces questions-là. Et alors, je me pose la question, peut-être que nous pourrions construire des liens, construire des solutions, par exemple, pour relayer des informations lorsqu'il y a des événements, des crises, notamment en France, qu'on puisse trouver l'appui médiatique et l'expérience de vous, militants américains, et vice-versa. Peut-être que vous, militants américains, quand vous êtes sur des sujets de crise, il peut y avoir des communautés asiatiques en Europe, pas seulement en France, mais peut-être en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, qui pourraient appuyer en fait vos revendications pour que ça prenne plus d'ampleur. Et tout à l'heure, on parlait de levée de fonds, notamment. C'est une solution, je pense, pour donner plus de force et de puissance à vos revendications. Mais je me pose la question de est-ce qu'il y a aussi d'autres façons, d'autres moyens d'apporter mutuellement de la force et de l'efficacité en fait à nos actions. Merci Rui. On va essayer de donner la parole à nos intervenants américains. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Rui sur l'organisation de ces communautés, sur le relais médiatique et sur le moyen aussi de trouver des fonds pour que nos actions aient plus de poids?
N'hésitez pas à prendre la parole directement. Mita? I can start. Thanks, Rui. I just say Rui's the one who drove me to the airport from Harris. So I really appreciate Rui in all the ways Rui shows up for community, including driving you to the airport. So I'm very, very grateful and blessed to have a lot of close friends who are organizers in the Asian community across Europe. And I really love that idea, Rui. I'm sure we are all showing up today and committed to mobilizing and organizing and building maybe even more structure around this going forward. And I care a lot about all of you. And I think through the pandemic, one of the hardest things is to see the people I care about so far away and suffering and not really, trying to find ways to help when I can and support. But I agree that we can figure out what to name ourselves or how to structure this, or even to build a loose coalition across the waters and across our borders are fake anyway. This is also constructed. Somebody said, I think it was Grace who said that, the term Asian it's all made up. So I'm happy to make up more stuff that really benefits all our communities. And I'm pretty sure we can be on a listserv or find ways to collaborate, starting with this group. And yeah, feel free to, other folks from the US, feel free to add in. I will just say that I think it's really important to combat all this dehumanization and violence by telling our own stories. So I encourage all of us as Asians, whether we're in the US or France, to tell our own stories. And as we create that marketplace, ask for these stories, because that's the only way to contribute to making these stories heard and be amplified. So thank you for listening and creating the space for us to share. Yeah, I say maybe when borders open up again too, we can all visit each other and have in-person events in different cities. Kat is very excited about that. We can find funders. We'll figure out somebody to pay for us, but that might be another potential too. Complètement d'accord, Mitam. Merci à tous. C'était hyper intéressant. Je le dis de mon point de vue, mais aussi avec tous les retours qu'on a sur le chat. Pour rappel, n'hésitez pas à donner un peu d'argent, un peu de soutien à Asian American Advancing Justice Chicago, à l'Association des jeunes Chinois de France, à acheter Jeunes Filles Modèles, à écouter Kiss Taras, à lire le magazine en ligne The Creative Sanctum, à faire attention à ce que ces bibliothèques sans frontières, également à vous former auprès de Kat avec Asian Americans Advancing Justice à Chicago, à soutenir les actions de chacun, à lire COI aussi, un petit peu d'autopromo. Merci à tous. On se rejoint très très vite. C'était une super conférence de mon point de vue. Désolée, je fais un peu de bruit avec mes feuilles, mais c'est bon, j'ai fini, je peux les jeter. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont déconnectés, donc merci. Bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée à tous en fonction de votre créneau horaire. On va couper la discussion pour le public et bien sûr, on va partager les liens sur l'événement Facebook de COI. Et puis, il y aura peut-être des liens en plus si certains de nos invités veulent partager d'autres informations, d'autres campagnes, etc. À bientôt au grand public et merci pour tout.